Bonjour à toutes, je suis Caroline Deville, médecin généraliste et spécialisée dans l'accompagnement des mamans et futures mamans qui souhaitent avoir un allaitement doux et serein qui leur ressemble. Alors aujourd'hui, je vous propose le témoignage d'Aurélie. Aurélie qui va en fait donc nous parler comment est-ce qu'elle a vécu le fait que son bébé à la naissance avait un frein de langue et Aurélie en fait voulait absolument continuer d'allaiter malgré les petits soucis qu'elle a eus. Et donc dans son témoignage, en fait, elle va vous expliquer un petit peu quel a été son parcours face à donc cette problématique de frein de langue. Et donc voilà, je vous propose de l'écouter tout de suite. Voilà Aurélie, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, nous dire un petit peu qui tu es? Rapidement, alors bonjour déjà, donc je m'appelle Aurélie Tur-Moreno, je suis psychologue en France, arrivée depuis 2 ans ici à Houston et maman de 2 garçons, un de 11 ans maintenant et un de 13 mois et demi. Ok, d'accord. Voilà, Mathis et Gabriel. Mathis et Gabriel, ok. Est-ce que, bon alors c'est vrai qu'ici on parle témoignage allaitement, donc évidemment je vais te proposer de nous expliquer un petit peu comment s'est passé ton allaitement avec tes 2 garçons dans de grandes lignes. On y reviendra plus en détail juste après, mais en grandes lignes, comment ça s'est passé avec ton numéro 1 et ton numéro 2, voilà, dis-nous un petit peu. C'est des allaitements totalement différents du fait de l'âge. Parce que pour mon premier enfant, j'avais 22 ans et j'étais très jeune et pas du tout accompagnée et pas avec le même désir. Enfin, j'étais à une étape de ma vie totalement différente. Et pour le deuxième, pour Gabriel, j'ai eu un allaitement que je qualifierais de vraiment un allaitement plein et qui va jusqu'où je souhaitais aller, puisqu'il a 13 mois et demi et je l'allaite encore. Et aussi parce qu'on est soutenu par cette culture. Et c'est étonnant que ça puisse être aux États-Unis, l'allaitement est très bien vu et jusqu'à très tard. Alors qu'en France, quand même, on sent des mouvements, c'est pas de jugement, mais de questionnement. Quand on dépasse les 6 mois d'allaitement, tout de suite, ça devient un petit peu pervers. Ah bon, mais il devrait être sevré, enfin, c'est pas normal cette histoire. Donc du coup, je souris quand j'entends ça, parce qu'en fait, je pouvais aussi avoir ce type de réflexion il y a quelques années, et je me dis que ça n'a rien à voir en fait. La sexualité d'un côté et l'allaitement de l'autre, on est sur 2 domaines totalement différents. C'est marrant parce que je me retrouve un petit peu dans ce que tu racontes, moi aussi, pour numéro 1 et numéro 2, 2 cultures, 2 pays. Ouais. Et ton premier, du coup, tu l'as allaité combien de temps Alors, Mathis, j'ai pu l'allaiter 1 mois et demi de façon intégrale. Oui, oui. Et ensuite jusqu'à 3 mois avec les biberons. Okay. Et puis après, il était totalement biberon. Gabriel, c'est allaitement total. Alors, on a introduit un petit peu à 6 mois le lait. Je vais citer la marque. Je peux citer une marque ou pas? Tu peux, oui. Le lait allemand Hall. Oui. Qui je trouve très bien, et c'était un biberon pour le soir parce qu'on avait des difficultés à le faire dormir toute la nuit. En fait, je crois que ça n'avait rien à voir avec le biberon, puisqu'en fait, il a continué à pas dormir. Mais en disant pas dormir, c'est-à-dire qu'il se réveillait systématiquement, c'était une vraie horloge russe. Et du coup, vers minuit et vers 3 heures, il se réveillait à chaque fois, mais c'était pour téter, et je pense qu'il en avait besoin. Au niveau nutritionnel, peut-être, et au niveau affectif, beaucoup. Et maintenant, voilà, c'est un bébé qui fait toutes ses nuits, il n'y a aucun souci, mais il a fallu attendre quasiment 1 an. On avait des temps où il faisait ses nuits, tu vois, par exemple, pendant 2 jours, et puis après, c'était reparti pendant 2 semaines à se réveiller, comme ça. Donc, voilà. On a essayé, ça aussi, ça a changé. Peut-être que c'est aussi en lien avec l'allaitement, puis on a fait aussi les massages, tu sais, donc nous, on a aussi fait les massages, et il y a vraiment quelque chose autour de l'écoute du bébé, et se dire que alors aussi le fait que j'ai eu la chance, et aussi c'est difficile parce que je reste à la maison et que je suis une femme active, j'aimerais travailler, mais du coup j'ai pu me permettre d'écouter Gabriel dans ses besoins de se réveiller la nuit encore. Alors que si j'avais dû reprendre le travail, j'aurais peut-être forcé l'endormissement plus rapidement. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ce qui s'est passé justement avec Gabriel en début d'allaitement Oui. Qui va faire en fait un petit peu l'objet de cette interview. Est-ce que voilà, tu peux expliquer un petit peu comment s'est passé le démarrage? Parce que c'était pas si évident que ça
Alors au démarrage, donc un désir très très fort d'allaitement, vraiment préparé. On avait fait les cours avant allaitement avec mon mari, donc il était aussi très sportif et je crois que c'est vraiment important. La présence de l'homme, le soutien lorsqu'il a la chance avec sa femme de suivre des cours au départ, il a donc compris et des choses qui sont que parfois voilà, un simple petit allez ma chérie, c'est pas grave, t'es fatiguée, mais je te l'apporte, et ça change toute la dynamique de l'allaitement, vraiment. Euh, donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à la naissance de Gabriel, tout de suite, il a été mis au sein, et très vite, hein, au bout d'un jour, je me suis dit, c'est bizarre, il a une façon de tirer la langue très particulière, parce que j'avais aussi un premier enfant, et je voyais qu'il n'arrivait pas à sortir sa langue, tu vois, ça venait juste sur le bout de la lèvre, mais c'était pas plus. Alors, je le faisais téter, je commençais un petit peu à avoir mal au sein. J'ai eu la chance à ce moment-là de tomber sur deux professionnels de l'allaitement qui sont venus me voir à l'hôpital et qui ont pu toutes les deux m'aider à bien positionner le bébé. Mais il y en a une des deux qui effectivement m'a dit c'est bizarre, il semblerait que le frein de la langue soit trop court. Et dans notre malheur, on a eu beaucoup de chance puisque elle-même avait eu un enfant comme ça et elle avait trop tardé à aller à lui faire arranger ça. Et en fait, plus on attend, plus l'enfant en fait développe des troubles du langage et puis la peur de cette petite intervention. Qui en fait n'est rien du tout. C'est-à-dire que moi au début j'étais très flippée, puis on est très protectrice de nos bébés, on ne veut pas qu'ils aient n'importe quelle intervention. Et puis voilà, j'étais aussi aux États-Unis avec le barrage de la langue. Alors mon mari parle très bien américain, mais bon voilà quand même. Et puis on s'est écouté et au bout de 3 semaines, parce qu'on a vu que vraiment l'allaitement, ça allait, mais je sentais, je percevais que c'était pas, ça n'allait pas aussi bien que ça pouvait l'être. Et puis, du coup, on est allé voir notre pédiatre qui nous a dit non, attendez, etc. Il prend bien du poids, pas de souci. Et puis, on s'est fait confiance. On est quand même allé voir de notre chef le spécialiste. Donc, la professionnelle de l'allaitement nous avait donné le numéro de ce spécialiste-là. Et ce spécialiste nous a dit oui, effectivement, il y a quelque chose à faire. Ça prend 5 secondes et vous verrez un changement très important. Et surtout, votre fils n'aura pas de difficulté de langage. Et Gabriel est un enfant amené à parler plusieurs langues, donc on s'est dit, bon voilà. Ce qui s'est passé, je te décris rapidement. Alors moi, je suis vraiment une maman quand même très stressée par rapport à mes enfants. Et du coup, le médecin me dit, écoutez, vous allez laisser votre enfant là, on va faire ça avec la nurse, l'infirmière, et puis vous reviendrez. Alors moi, tout de suite, je dis, non, il y a... C'est mon mari qui reste avec vous, mais il y a quelqu'un du monde du couple qui reste avec Gabriel. Et donc mon mari est resté, effectivement, ça a duré l'espace de 5 secondes. J'ai entendu crier Gabriel, mais une fraction de seconde. Je l'ai tout de suite remis au sein, j'avais le droit. Et rien. C'est-à-dire que voilà, c'était fini. Et maintenant, Gabriel est un enfant qui peut sortir sa langue. Il est toujours en train de piapiailler, de baragouiner, voilà. Et surtout au niveau de l'allaitement, j'ai vu un changement flagrant, c'est-à-dire que j'avais beaucoup moins mal au sein, puisqu'il était il avait développé un système de tétement avec cette langue-là, donc il était obligé de tirer très fort, et lui était beaucoup moins fatigué en fait. Parce que ça le fatiguait énormément, et en fait il prenait, et du coup ça a été c'est un allaitement rêvé, puisque il tétait en 5 minutes. Et c'était du coup, voilà, on n'y passait pas 1 heure, parce que je sais que pour certains bébés c'est beaucoup plus long. Mais en tout cas, lui, voilà, ça l'a rendu très performant. Okay. C'est génial. Je voudrais bien qu'on revienne 2 secondes sur le sentiment que tu as eu quand on t'a diagnostiqué ce frein de langue. Parce que je sais que c'est un diagnostic qui fait, tu l'as dit toi-même, hein, qui fait très peur aux mamans. Ouais. Et que je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui hésitent à faire l'intervention et qui finalement ne le font pas du tout. Et parce qu'il y a vraiment, je pense, cette peur de se dire comment ce sentiment de peur a évolué. Enfin, qu'est-ce qui a fait que tu as pu t'en débarrasser, peut-être en partie, pas tout. Enfin, voilà, est-ce que tu peux juste dire un petit mot pour ces mamans qui sont
maintenant, comme tu étais à ta place, qui sont là avec ce sentiment de peur et qui se disent j'y vais pas, il y a un souci avec l'allaitement, mais voilà, le pédiatre me dit que non, que c'est pas grave, et puis d'un autre côté, c'est un truc qui se passe tout le temps. Ouais. Alors, j'ai fait confiance à mon mari qui a un esprit très cartésien, très logique, et qui m'a dit écoute, ça paraît logique qu'un bébé, ça va lui faire mal, mais il n'a pas du tout conscience qu'on va lui faire ce geste-là, alors qu'à partir de 2 ans, par exemple, ou même de 3 ans, tout de suite, on est sur une dynamique totalement différente, puisque l'enfant rentre dans un mécanisme de causalité, et il se dit, on va me faire quelque chose, ça peut me faire mal. Donc, en fait, c'est plus la perception de la situation qui fait qu'on s'angoisse. Et du coup, peut-être aussi le fait d'être psychologue, c'est-à-dire que je me connais suffisamment pour savoir que je m'angoisse très très vite sur beaucoup de situations, et qu'après, il faut bien mettre à plat et dire, est-ce que ma perception de cette situation nécessite ce niveau de stress-là ? Et finalement, en mettant bout à bout, je me suis dit, c'est pas juste pour donner de l'argent au médecin, parce qu'il y a aussi ça qui est ici derrière. On se dit, ils font ça parce qu'ils veulent faire des sous et tout. En fait, ça a coûté $200, je crois, ou quelque chose comme ça, donc c'était pas non plus énorme. Ça fait une somme, mais c'était pas non plus, tu vois, ouais, mais c'était pas non plus 600, tu vois, des trucs que tu te dis, là, tu tiques un peu, tu te dis non, je sais pas trop si j'y vais. Et puis, il y avait toute la question du langage. Mon mari qui est vénézuélien, qui parle espagnol à Gabriel, moi qui parle français à Gabriel, et puis à l'extérieur l'anglais. Et je me suis dit, si c'est un gamin qui... J'ai fait confiance aussi aux témoignages que j'ai eu autour de moi, à cette professionnelle de l'allaitement en qui j'ai eu totale confiance, et qui m'a dit vraiment allez-y, ça ne leur fait pas mal, au sens où c'est pas une douleur qui va perdurer. Et elle-même m'avait fait part qu'elle avait été surprise, qu'elle aussi elle avait ses représentations, que ça allait lui faire très mal, etc. à son enfant. Et elle s'est rendue compte que ça avait été difficile parce qu'il était plus grand et qu'il fallait manager avec la peur du plus grand, alors que les tout petits, et puis ils sont à 3 semaines de vie. Alors oui, bien sûr, ils ont toute une connaissance, ils ressentent plein d'émotions, ils ont aussi peur et mal, mais vraiment pour l'avoir observé de mes yeux vus, c'est 5 secondes et ensuite au sein, et après j'étais très inquiète, je me suis dit est-ce qu'on va passer une bonne nuit. Voilà, j'étais quand même, tu vois, ce fameux processus de peur. Après l'opération, j'ai vu qu'il avait pleuré 5 secondes, je l'ai mis au sein, je me suis dit il va plutôt bien, maintenant observons la nuit. Est-ce que quand même il ne va pas avoir mal cette nuit? Est-ce qu'il faut lui donner quelque chose? Justement, comment s'est passée la suite de l'intervention? Écoute, dans notre cas, j'ai eu aucun changement négatif de la part de Gabriel. Après, c'était un bébé, moi j'ai pas hésité, du coup ça aussi c'est dans l'évolution de ma personnalité, mais j'ai pas hésité à l'avoir sur moi. C'était un bébé où j'ai porté très près du corps, et maintenant c'est un bébé très autonome, c'est assez hallucinant. Donc c'est un bébé que je n'ai pas hésité pendant quasiment 3-4 mois à être en peau à peau. Il dormait dans son propre lit, mais très à côté de moi. Mais voilà, je le prenais dans la journée beaucoup, tu sais, en écharpe. Je sais pas si tu te souviens, quand on s'était rencontrés, il était encore très collé alors qu'il avait 6 mois. Et en fait, voilà, du coup, si tu veux, je l'ai quand même bien encore enveloppé, porté, câliné à ce moment-là. Et puis, la nuit s'est passée comme toutes les autres nuits, levé toutes les 3 heures. Mais de 3 semaines, quoi. Mais voilà, on n'a pas, je n'ai pas vu que mon bébé avait mal. Je pense que c'est pas que je l'ai pas vu parce que j'étais aveugle, mais je pense que non, ça allait, quoi. C'était... Encore une petite question sur l'intervention elle-même. Donc tu l'as déjà dit, elle a duré 5 secondes. Comment ça s'est passé en fait? Est-ce qu'ils ont emmailloté ton bébé? Est-ce qu'ils ont fait ça avec un laser, une petite lame? Est-ce que quelqu'un a tenu le bébé? Enfin, pour juste que les mamans sachent un petit peu ce qu'il y a derrière ces 5 secondes en fait. Alors, dans ce cadre-là, je ne sais pas, peut-être que les médecins ont des façons différentes de faire leur intervention. On avait le siège auto de Gabriel.
Donc Gabriel était assis dans son siège-auto, mon mari était à côté, il lui tenait la main, il lui parlait. Ce qui apaisait beaucoup Gabriel. Et puis il y avait l'infirmière et le médecin. Ils ont utilisé évidemment comme un petit ciseau, quoi, pour couper un peu le frein. Et tout était stérilisé. C'était dans un endroit de soins. Voilà, avec un petit. J'ai même pas vu de sang, moi. Donc. Parce qu'après j'ai mis direct au sein. Donc dès que j'étais pas trop loin de la porte, donc dès que j'ai entendu pleurer, je me suis dit ça y est, c'est fait. Et j'ai entendu qu'il s'arrêtait pas trop longtemps après, donc je suis rentrée, l'infirmière est venue me chercher en me disant c'est bon, allez-y. Et donc j'ai pris mon bébé qui était dans son siège auto, je l'ai pris dans mes bras, je l'ai mis au sein, et on est resté. Ils nous ont laissés pendant, je crois qu'on a pu rester un quart d'heure, 20 minutes dans la petite salle. Tu vois, et puis du coup ça a permis de parler avec mon mari, Gabriel Tétan, en disant bah voilà, en fait c'était vraiment, il n'y avait rien de si terrible. Voilà, et ils lui ont mis quelque chose en bouche, un petit truc pour tenir la bouche ouverte ou comment? Je sais pas. Tu sais pas, ok. Je sais pas. Je fais partie des mamans qui préfèrent laisser le mari gérer ça, parce que je sais que je peux transmettre en fait mon angoisse et que il est mieux dans ce cas-là que le papa vienne gérer, parce que mon mari gère très bien. Ah pardon. Mon mari gère très bien ça et du coup je le laisse faire, donc je sais pas ça. Ok, non mais c'est super. Écoute, on a déjà eu plein de... Enfin, je pense que voilà, t'as déjà bien expliqué aux mamans comment ça s'était déroulé. Et donc en fait, l'après-intervention, en fait, il n'a même pas eu d'antidouleur. Enfin, voilà, c'était... J'avais moi pensé peut-être à l'homéopathie, tu sais, j'aime bien tout ça. Et quand j'ai vu que j'avais aussi pensé, tu sais, s'il avait de la fièvre ou quoi, enfin, tu vois, j'avais un peu tout extrapolé. Et j'ai vraiment observé Gabriel et j'ai vu qu'il avait besoin de rien, quoi. Que le lait, après, ça venait tout de suite. Comme il était tellement apaisé déjà à la base, au contact du sein, au contact des voix, au contact du toucher et tout, je me suis dit, ça sert à rien de donner quelque chose. Ok, d'accord. Et donc... Ensuite, après ton allaitement, tu l'as dit aussi, donc tu as eu moins de douleur et alors du coup des tétés beaucoup plus rapides parce que du coup il t'était beaucoup mieux. Est-ce que tu as envie de rajouter autre chose par rapport à ça, sur les bienfaits de l'intervention dans ton cas? Ah ben non, mais du coup c'est devenu... c'était laborieux. Bon déjà je pense que les allaitements... tu me dis si je me trompe, mais l'allaitement a besoin d'un petit peu de temps pour se mettre en route quand même. Hein. Il faut vraiment prendre ce temps-là et c'est une rencontre des deux. C'est vraiment c'est presque un apprivoisement temps pour la mère. Alors, il y a des mamans, c'est tout de suite inné, c'est tout de suite voilà. Et puis pour d'autres, c'est plus galère. Mais voilà, moi donc je savais que je m'étais donné 1 mois, tu vois. Et puis on galérait un petit peu parce qu'il tirait très fort. Mais du coup, en fait, quand le frein de sa langue a été beaucoup plus distendu, il était hyper performant parce qu'il avait tellement galéré le pauvre pendant 3 semaines et il avait pris du poids, mais il avait vachement grossi quoi. Bon, après, il était toutes les heures et demie au sein. Oui, donc si tu veux, voilà, ça aussi je tiens à le préciser, c'est que comme je sentais qu'il y avait un petit quelque chose qui allait pas, j'hésitais pas à le mettre toutes les heures et demie au sein. Donc on a passé 3 semaines clairement collé-collé. Ouais. Mais je crois que ça a été extrêmement bénéfique, finalement, au bout du compte. Et du coup, lui, ça lui a permis de prendre du poids, même s'il avait ce problème de frein. Et après, il a dépoté, quoi. C'était un pro. Et après, du coup, tu as pu espacer un peu plus les tétés, vu qu'il tirait mieux. Est-ce que... oui, ça s'est fait. En fait, j'étais aussi très, très inquiète. Je me disais, comment on fait? Parce que je n'avais pas trop dans mon entourage. J'ai une amie qui avait fait ça et qui m'avait dit, tu verras, c'est naturel. Et effectivement, ouais, c'est vrai. J'étais aussi inquiète après 6 mois, comment on fait toi là, c'est naturel, peut-être le matin, peut-être le soir. Et de temps en temps, on ne sait pas pourquoi, il y a une tétée dans la journée qui est ressentie par les deux. Okay. C'est absolument pas prévisible, c'est pas tous les jours. Et puis des fois, le soir, maintenant, tu vois, il va téter 3 secondes, il n'en a plus trop envie. Et puis d'autres soirs, ça va être encore vrai 2 minutes. Voilà. Et très honnêtement... il y a quelque chose qui s'harmonise, hein, vraiment. C'est voilà, et tu vois le temps d'espacement entre les tétés, ça s'est fait parce qu'aussi après il est devenu
plus fort, il s'est mis à bouger plus, donc les temps d'espacement. Et puis à 6 mois, on a mis en place la nourriture. Et du coup, là aussi, la nourriture, alors ça oui, je veux le dire aussi parce que c'est très important. J'ai constaté, parce que j'ai quand même beaucoup questionné autour de moi, que les enfants qui sont allaités ont des difficultés à rentrer dans la nourriture. Et en fait, j'ai remarqué qu'avec moi, ils ne mangeaient rien. Mais vraiment, au début, c'était... Bon, alors je ne me suis pas affolée, je me suis dit, bon, bah, de toute façon, on va pas mourir de faim. Et en fait, avec mon mari, il mangeait parfaitement. Ah, voilà. Il préférait être sain avec toi, hein. C'était exactement. Donc on s'est pas pris la tête. En fait, mon mari, le soir, en rentrant du boulot, c'est lui qui lui donne à manger et qui lui prend son bain. Et on a continué comme ça, ce qui a fait qu'en fait, au bout de, je dirais bien 2 mois, tu vois, vers 7 mois et demi, 8 mois, il commençait à très bien manger et maintenant, il n'y a aucun souci, il mange avec moi, avec Gardo, pas de problème. Mais pendant 2 mois, il y a eu vraiment, tu vois, avec moi au début, c'était 2 cuillères. Après, c'était 10 cuillères, alors qu'avec son père, il te finissait le bol, quoi. Donc, on s'est dit, bon, il y a quand même quelque chose autour du maman sein, voilà. Je tiens à le préciser parce que je sais que ça peut déstabiliser quand même. Ça peut déstabiliser, tout à fait. Eh bien, écoute, moi, je te propose pour terminer, si tu avais envie de donner, est-ce que tu as envie de rajouter l'un ou l'autre conseil à ces mamans qui nous écoutent et qui, comme toi, ont vraiment eu cette difficulté de frein de langue et cette peur, etc. Est-ce que tu as envie de leur donner un conseil de ta propre expérience, une dernière chose, une dernière phrase que tu as envie de leur dire Je dirais, écoutez-vous. Et si vous n'avez pas envie d'allaiter, ben, c'est pas grave, n'allaitez pas. Si vous avez envie, ben, allez-y et n'ayez pas peur, ça rate, on recommence, demandez de l'aide. Voilà, ça c'est vraiment un truc que j'ai appris ici, mais pour tout en général hein, déjà. Mais donc demandez de l'aide et puis voilà, elles peuvent te demander de l'aide. Par rapport à la décision de frein de langue en disant je le fais pas, je le fais enlever, je le fais pas enlever. Je parle pour moi, hein, chacune est différente. Tout à fait, mais voilà, ça peut servir, je suis sûre que ça peut servir pour d'autres mamans, donc c'est ça que je te pose la question. Je regrette absolument pas. Je ne regrette absolument pas. Donc, si j'étais à refaire, oui, je le refais. Bon, ben merci Aurélie pour ce joli témoignage. Merci beaucoup. Merci à toi. Voilà, j'espère que ce témoignage vous a plu. Si vous avez des questions, si vous avez quelque chose que vous voulez rajouter, n'hésitez pas à venir sur ma page Facebook de Au sein en douceur. Ou bien si vous aussi vous avez un problème avec votre nourrisson qui a un frein de langue et que vous voulez un avis, eh bien n'hésitez pas à me contacter à caroline@ausseinendouceur pour prendre un rendez-vous gratuit, une rencontre gratuite durant laquelle en fait nous pourrons faire connaissance et vous pourrez m'expliquer un petit peu votre problématique. Voilà, je vous dis à très bientôt.